Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir.
Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir.
Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Palois, Paloises, nous aimons notre ville. Le 28 juin, je compte sur vous. Dès le 29 juin, avec mon équipe, nous nous mettons à votre service. Je serai un maire présent, à l'écoute, qui prendra soin de notre ville, de ses habitants et de ses habitantes. Ensemble, nous allons construire un nouvel avenir. Allez, c'est bon, on y va. Je crois qu'on est à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce Facebook Live. Sans doute le dernier de cette campagne électorale. J'espère pas le dernier de notre discussion, puisque même lorsque je serai après l'élection de dimanche prochain, je vous proposerai de continuer ce type d'exercice que je trouve intéressant, puisque ça nous permet d'échanger directement et que vous puissiez avoir cette proximité avec vos élus, avec votre maire,
que vous n'avez pas forcément eu ces 6 dernières années. Pour moi, le métier de maire, c'est ça, c'est être capable d'être dans le dialogue permanent, d'être présent dans sa ville, d'être à l'écoute et d'être capable d'entendre les choses. Je ne sais plus qui disait que être maire, c'est être à portée d'engueulade. Je trouve cette expression particulièrement juste et surtout particulièrement belle parce que être maire, c'est savoir écouter tout le monde. Vous l'avez vu, hier, nous avons eu un débat avec François Bayrou, débat organisé par la République des Pyrénées et par Sud-Ouest. Je remercie d'ailleurs nos deux quotidiens locaux d'avoir pris l'initiative d'enregistrer, d'organiser ce débat et de vous le proposer. Parce que jusque-là, le maire sortant avait essayé d'éviter la discussion, la contradiction, le débat. Donc enfin, hier, nous avons eu ce débat. Pour moi, c'est un élément essentiel, fondamental du débat public et de la politique en général. On ne peut pas aimer la politique si on n'aime pas la diversité, si on n'aime pas la discussion, si on n'est pas capable de prendre en compte les différences. C'est donc un exercice qui, à mon avis, était indispensable. Pour ceux qui le souhaitent, vous nous retrouverez à nouveau en débat sur France Bleu Béarn vendredi prochain, donc à 2 jours du deuxième tour, de 8h10 à 8h45. Nous serons cette fois à la radio, donc sans images, mais nous débattrons à nouveau des sujets qui intéressent les Palois et les Paloises. Ça vient malheureusement bien tardivement dans la campagne, vous le savez. J'ai demandé à ce que nous puissions avoir 4 débats avec le maire, le maire sortant. Il les a refusés. Nous avons quand même réussi à obtenir, par l'intermédiaire des médias locaux, 2 débats. Un hier, que vous pouvez retrouver sur le site de la République des Pyrénées ou sur le site internet de Sud-Ouest. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo qui est très éclairante sur nos 2 façons de voir les choses pour la ville et puis je dirais pour la façon de faire. Voilà. Et puis vous pourrez donc nous retrouver vendredi sur France Bleu Béarn. En attendant, ce soir, on va reprendre la suite du Facebook Live de la semaine dernière qui est à la fois on va dire une conclusion, oui, tirer les conclusions du questionnaire que nous vous avions soumis à la suite de la crise du Covid. Questionnaire au cours duquel nous vous avions posé un certain nombre de questions sur comment vous aviez vécu le Covid et puis comment vous voyez la suite et l'impact que ça peut avoir sur votre vie quotidienne, sur la vie locale. Et donc aujourd'hui, nous continuons à évoquer les thèmes qui étaient évoqués dans ce questionnaire et je vais vous parler des projets, des propositions que nous avons à Pau en commun pour répondre à vos préoccupations, puisqu'avant tout, Pau en commun, c'est un projet qui se met au service des Palois et des Paloises pour améliorer leur quotidien et pour changer la ville de Pau, pour changer la vie de nos concitoyennes, nos concitoyens. Le premier sujet, c'est celui des libertés publiques. Donc nous aborderons ce soir les libertés publiques en premier lieu, puis l'économie et le commerce, les quartiers, les mobilités et nous finirons sans doute par la gouvernance. Donc là, ça nous fait beaucoup de sujets, je vais essayer d'être bref et de tirer des enseignements synthétiques de ce que vous nous avez dit à l'occasion de ce questionnaire. Je vous remercie encore d'avoir participé et d'avoir répondu aux questions qu'on vous posait. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver. J'en vois beaucoup. Alors, il y a Fabienne, il y a Hervé, il y a Brieux. Salut Brieux, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Laurent Beauvais et Nirmou, Mounir, donc Patricia, Martine, Florence, Michel. Bon. Salut à tous, merci d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, en ce qui concerne les libertés publiques, c'est une question très particulière quand on parle du confinement, puisque
cette période de confinement, elle nous a obligés à modifier nos modes de vie, à modifier, à restreindre nos libertés publiques, et elle a mis un peu en question nos habitudes. Voilà. C'est quelque part un grand bouleversement dans la façon dont on a l'habitude de vivre ici en Europe et puis dans le monde occidental en général. La liberté de mouvement, la liberté de se rencontrer, la liberté de réunion, tout ça a été bridé durant le confinement. Vous nous avez dit pour la moitié d'entre vous que vous estimiez que le confinement était une mesure nécessaire, et l'autre moitié considère que le confinement aurait pu être évité en ayant peut-être des consignes de comportement plus strictes que d'habitude, mais qui n'aillent pas jusqu'au confinement. En tout cas, ce confinement, il a mis en question les libertés publiques. On vous avait interrogé surtout sur sur les sujets d'intérêt locaux, c'est-à-dire l'ouverture des parcs et jardins. Vous avez été à 58% à nous dire que vous pensiez que les parcs et jardins auraient dû rester ouverts. C'est vrai que c'est un problème d'équilibre entre le danger que peuvent éventuellement avoir ou créer le fait qu'on se rencontre dans des parcs et jardins, voire qu'on y pratique un peu de sport avec, on va dire, le côté aérosol de la pratique sportive qui fait qu'on expire plus loin, et donc ça crée un plus grand danger en période de Covid. Pour autant, c'était aussi une question, à mon sens, d'égalité et du fait que chacun puisse accéder à l'extérieur, puisque ceux qui étaient en maison avec jardin, évidemment, bénéficiaient d'une situation de confinement plus agréable que ceux qui étaient en appartement et ceux qui étaient en appartement sans balcon. Donc évidemment, moi j'avais, on va dire, milité pour que les jardins et les parcs restent ouverts. Ici à Pau, ça a été un arrêté préfectoral, et la municipalité, il faut le souligner et dire que c'était positif, la municipalité avait laissé ouvert un certain nombre d'autres espaces publics dans lesquels les Palois et les Paloises pouvaient aller pour soit se promener, soit prendre l'air, soit faire du sport. Et de ce point de vue-là, c'était plutôt très positif, même si certains jardins et parcs ont été fermés par arrêté préfectoral. Je pense notamment, et vous le savez, pour les Palois et les Paloises, je pense notamment au parc du Château, qui est un parc qui dépend de l'État et qui donc avait été fermé durant tout le confinement, et qui d'ailleurs a rouvert assez tardivement, même après le 11 mai, après le déconfinement. Ce qui est intéressant également, c'est que vous nous dites que la police municipale, et vous êtes 3/4 à penser ça, c'est-à-dire 75% de ceux qui ont répondu à notre questionnaire, vous êtes 3/4 à nous dire que la police municipale aurait dû rester essentiellement sur des fonctions de prévention. Voilà. Et que la répression par rapport, on va dire, au débordement, par rapport aux règles de confinement qui avaient été établies par l'État, ces règles de confinement et cette répression n'étaient pas forcément utiles, et qu'au contraire, un peu plus d'explication, un peu plus de compréhension aurait été meilleur. Ça nous ramène au débat que nous avons eu hier avec François Bayrou, au cours duquel François Bayrou nous explique que la police municipale est très importante pour la répression des infractions. Voilà. Moi, je lui rétorque, et je maintiens ça, que la police municipale a effectivement un rôle très important à jouer, mais d'ailleurs, comme la police nationale, a un rôle très important à jouer, et que ce rôle-là, il est avant tout de prévention. On ne peut pas vouloir l'ordre public et la tranquillité publique lorsqu'on supprime, comme il l'a fait lui à partir de 2014,
tous les processus et tous les organismes de prévention. Je pense notamment à la prévention spécialisée qui dépendait du département et qui a été supprimée par la ville avec l'assentiment du département dans les quartiers. Lorsqu'il n'y a pas de prévention, forcément, ça pousse à plus d'infractions. Et donc ces infractions-là, ensuite, il ne sert à rien de les réprimer, ou en tout cas, ça ne fait pas baisser le taux de délinquance, après. Donc il est certain que dans le confinement, comme par la suite, les efforts de la collectivité doivent être portés, à mon avis, sur les missions de prévention. Voilà. Je salue ceux qui participent et ceux qui arrivent actuellement. Bienvenue dans ce Facebook Live. Merci d'être là. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet qui est celui de l'économie et du commerce. Sur l'économie et le commerce, nous vous avons posé un certain nombre de questions. Il se trouve que vous êtes 70% à penser que les aides de la collectivité pour notamment les entreprises et les commerces palois et de l'agglomération en réalité n'ont pas été suffisantes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas en tête, je rappelle le dispositif. La ville et l'agglomération ont proposé une aide pour l'agglomération de 2 000 € à toutes les entreprises. 2 000 €, c'est-à-dire 1 000 € par mois pour toutes les entreprises qui en auraient besoin, sous forme d'un prêt, évidemment. Donc c'est un prêt remboursable, une aide remboursable à 0%. Donc les entreprises qui en ont bénéficié devront rembourser cette aide d'ici 5 ans. Et la ville a ajouté à cette aide de 2 000 € une aide de 5 000 € pour les entreprises du centre-ville qui auraient plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. 250 000 € de chiffre d'affaires pour les commerces notamment, c'est déjà un grand chiffre d'affaires. Et nous avions eu cette discussion avec François Bayrou lors du conseil municipal où je lui faisais valoir que ce n'est pas forcément les entreprises ou les commerces qui font plus de 250 000 € de chiffre d'affaires qui ont vraiment besoin de cette aide-là, mais qu'il aurait fallu que cette aide de 5 000 € puisse bénéficier à tous les commerces du centre-ville, sans condition d'éligibilité, sans condition de chiffre d'affaires. Et vous êtes effectivement 70% à nous dire que cette aide était insuffisante et qu'elle aurait dû être plus poussée. Vous manifestez également des inquiétudes sur les conséquences en termes d'emploi. Les conséquences en termes d'emploi de la crise, d'emploi et d'activité économique. Nous avons dans notre programme la volonté de favoriser l'emploi de manière forte, à la fois en permettant l'adéquation, la rencontre, on va dire, de la demande et de l'offre de part et d'autre. Moi, j'ai été frappé durant cette campagne de rencontrer des chefs d'entreprise qui me disent « je cherche des salariés, mais je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas parce que je ne trouve pas les compétences. » Alors même que les salaires qui sont offerts sont élevés. Voilà, ça peut aller même jusqu'à 5 000 € pour certains chefs d'entreprise qui m'ont cité des exemples très clairs en me disant « moi, je cherche un salarié, je suis prêt à lui donner 5 000 € par mois, mais je ne trouve pas la personne qui a les compétences et la formation adéquate. » Donc nous souhaitons à la fois développer ces formations en fonction des besoins qui sont exprimés par les chefs d'entreprise. Et ce développement de formation nous permettra de rapprocher l'offre et la demande. Et pour opérer ce rapprochement, nous souhaitons créer un bus de l'emploi qui sillonnera les quartiers de la ville après avoir recueilli l'ensemble des offres d'emploi,
qui sillonnera les quartiers de la ville pour permettre aux uns et aux autres, à tous les demandeurs d'emploi, de trouver éventuellement un emploi adapté à leur situation et à leurs compétences, éventuellement à la formation qu'ils auront du coup reçue. Voilà. Donc ça, c'est un travail important qui doit être fait par la ville pour que là où il existe des emplois, ces emplois puissent bénéficier aux Palois et aux Paloises. Ça veut dire aussi qu'on poursuit le dispositif de territoire zéro chômeur de longue durée, et ça veut dire également qu'on met en place un dispositif régional qui s'appelle le contrat d'accès à l'emploi, qui est en partie aidé par les collectivités pour permettre aux jeunes diplômés qui sortent de l'école d'obtenir un premier emploi pour qu'ils aient une première expérience. Parce qu'on sait que souvent, lorsqu'ils présentent leur candidature dans les entreprises, les chefs d'entreprise leur disent très bien, vous m'intéressez, vous avez une bonne formation, tout ça me va bien, mais vous n'avez pas d'expérience. Et donc pour les aider à acquérir cette première expérience qui ensuite peut les lancer dans leur carrière professionnelle, nous proposons ce contrat d'accès à l'emploi. Voilà pour ce qui concerne le volet emploi. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui participent. N'hésitez pas à me donner, nous communiquer vos questions. Je les ai ici sur le côté de mon écran et donc ça me permettra de vous y répondre dès que vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, dites-nous si vous avez des questions. La redynamisation et en tout cas le maintien de l'activité économique de cette ville après la crise, c'est aussi le dynamisme de notre centre-ville et du commerce de centre-ville. On n'a pas une ville vivante et dynamique si on n'a pas un centre-ville qui est dynamique et qui est lui-même très commerçant. Vous le savez, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là depuis le début de la campagne, notamment le collectif des commerçants et des habitants du centre-ville participe, est une des composantes, une des organisations qui composent Pau en commun, et donc ils nous ont beaucoup aidé à travailler le programme de redynamisation du centre-ville. Je crois que tous les Palois et toutes les Paloises qui aiment leur ville aujourd'hui sont assez tristes de voir le nombre de boutiques fermées et le nombre de commerces qui ne fonctionnent plus. Et donc il faut très rapidement, c'est une urgence, et c'est une urgence dont moi je m'occuperai directement en tant que maire, parce que je pense que c'est un sujet prioritaire pour notre ville. Et d'ailleurs, je vois Anne-Sophie qui me pose la question de quels sont les nouveaux projets structurants pour le centre-ville. Donc, je vais te répondre, Anne-Sophie, mais je vais vous dire que nous voulons jouer sur l'ensemble des éléments qui font le dynamisme d'un centre-ville. On ne peut pas s'interroger sur le dynamisme du commerce si on ne s'interroge pas sur l'ensemble des aspects qui font la vie du centre-ville et qui doivent être adaptés et redynamisés. Ça passe notamment par l'habitat. Évidemment, le commerce ne sera dynamique que si l'habitat, et notamment le combat contre l'habitat vide ou insalubre, est mené. Parce qu'aujourd'hui, à Pau, c'est 20% de logements qui sont vacants. Donc quand je vois que le maire actuel veut construire des nouveaux logements dans le quartier des Rives du Gave, alors même que les logements de centre-ville ne sont pas occupés, je me dis qu'on est dans une course folle vers le bétonnage, la construction et l'aménagement de nouveaux bâtiments, alors même que les bâtiments existants ne sont pas considérés et ne font pas l'objet d'une politique de reconstruction et d'amélioration et de rénovation. Donc un des volets forts de la redynamisation du centre-ville, c'est évidemment la rénovation de l'emploi, de l'habitat, afin que les habitants et les Palois et les Paloises reviennent vivre en centre-ville. On sait
dans toutes les études partout ailleurs en France, que ce sont avant tout les habitants du centre-ville qui font vivre les commerces de centre-ville. Et donc, nous avons une extrême nécessité ici à Pau de faire revenir des habitants en centre-ville. Nous avons l'extrême nécessité de faire revenir des habitants en centre-ville, mais nous avons aussi l'extrême nécessité de faire revenir des emplois en centre-ville. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, la grande majorité des services de la ville et de l'agglo ont été délocalisés à l'extérieur du centre-ville, alors qu'avant, ils étaient en centre-ville. Les gens qui travaillent en centre-ville, même si ce ne sont pas dans les commerces, les gens qui travaillent en centre-ville consomment en centre-ville. Évidemment, ils déjeunent souvent en centre-ville. Et puis lorsqu'ils ont une petite course à faire, un cadeau pour la famille, pour les amis, ils vont l'acheter en centre-ville. Et donc, relocaliser des emplois en centre-ville, c'est aussi une façon de redynamiser notre centre-ville et de redonner à nos commerces un certain nombre de clients, voilà, qu'ils ont perdus depuis quelques années. Nous devons travailler également sur l'accessibilité, donc l'habitat, l'emploi, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est permettre à tous de venir en centre-ville, quel que soit leur mode de déplacement. Et je dis ça d'autant plus fortement qu'aujourd'hui, les personnes qui souffrent d'un handicap ou les personnes à mobilité réduite ont du mal à accéder au centre-ville. Et donc nous devons faire un effort particulier dans tous les aménagements qui sont faits, lancés, mis en œuvre par la municipalité. Nous devons faire un effort particulier pour que chacun puisse accéder facilement au centre-ville. Accéder facilement au centre-ville, donc c'est pour les personnes atteintes de handicap ou à mobilité réduite, mais c'est également pour ceux qui n'ont pas forcément une voiture et qui doivent pouvoir venir en centre-ville, notamment par les transports en commun. Vous le savez si vous avez consulté notre projet, nous souhaitons, dès septembre 2020, instaurer la gratuité des transports en commun le samedi, ce qui permettra à chacun de venir se promener ou consommer en centre-ville durant la journée du samedi. C'est aussi la possibilité de venir à vélo au centre-ville, de venir à vélo au centre-ville tout en étant, je dirais, en situation de sécurité. Et donc, il faut travailler sur, à nouveau, l'aménagement des espaces publics pour que les vélos puissent circuler très librement au centre-ville. Par ailleurs, une fois qu'on a travaillé sur l'habitat, l'emploi, l'accessibilité, il faut travailler, je vous le disais, sur les espaces publics. Le travail sur les espaces publics, nous vous le proposons à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau je dirais, de très grande piétonisation, ou en tout cas de priorité absolue aux circulations piétonnes. Aux circulations piétonnes et aux circulations cyclistes. Ça veut dire qu'on est dans des rues très protégées, telles que par exemple la rue Joffre aujourd'hui, où l'espace public est aménagé pour faciliter la déambulation des piétons et le passage des cyclistes. Un deuxième niveau est un niveau qu'on appelle zone 20, qui est le niveau que, en fait, François Bayrou souhaite généraliser dans toute la ville, mais sans doute sans vraiment bien comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que veut dire une généralisation de ce que veut dire avoir une zone 20, puisque lui, il veut le faire uniformément dans toute la ville. Moi, je pense qu'il faut le faire au cas par cas, rue par rue, en fonction de la destination de la rue et de ce qu'on veut faire de cette rue. La zone 20, c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre, c'est-à-dire la capacité de toutes les circulations à se mêler, notamment avec une chaussée identique de façade à façade, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trottoir et que cette chaussée est plate, ce qui permet à toutes les circulations de se mêler avec la possibilité pour les voitures d'accéder dans ces zones-là, à condition évidemment qu'elles y aient une destination justifiée. Voilà. Et puis le troisième niveau, c'est un niveau où la circulation des voitures, la circulation automobile est un peu plus favorisée, notamment par une chaussée matérialisée et identifiée.
mais avec des trottoirs élargis et aménagés avec un aménagement de qualité, par exemple du pavage, voilà, qui permet aux piétons de se sentir en sécurité, éventuellement une piste cyclable qui permet aux cyclistes de circuler en sécurité, mais qui pour autant ne gomme pas la chaussée. Voilà. Et c'est en fonction de ces trois niveaux d'aménagement d'espace public qu'à notre avis, il faut restructurer le centre-ville. Il faut évidemment travailler sur les animations, on le voit à Pau, les grandes animations telles que les braderies, la fête de la musique ou les différentes manifestations festives que nous connaissons amènent du monde en ville et c'est aussi ça que la municipalité doit favoriser. Et donc pour répondre à ta question Anne-Sophie, sur les nouveaux projets structurants pour le centre-ville, nous souhaitons réaménager le centre Bosquet ou réorienter, on va dire, le centre Bosquet. On le sait, le centre Bosquet à la, je dirais au départ des Galeries Lafayette, quand les Galeries Lafayette réintégreront leur bâtiment initial, le centre Bosquet va connaître de grandes difficultés économiques. Il sera quasiment vide. Donc nous souhaitons réorienter les activités qui s'y implanteront à destination des jeunes, en faisant avant tout un lieu pour les jeunes. Et nous souhaitons également y implanter un lieu de service mutualisé pour l'ensemble des commerces. Ça veut dire, par exemple, que vous y trouverez une garderie, une crèche, éventuellement un service de livraison, qui vous permettront, une fois que vous êtes arrivé à Bosquet, soit en ayant laissé votre voiture au parking souterrain, soit en étant arrivé en bus au centre d'échange de bus, de transport en commun, de laisser éventuellement votre enfant à la crèche ou à la garderie à Bosquet, de pouvoir partir flâner tranquillement dans les rues de la ville, éventuellement d'acheter des objets lourds et encombrants, qui vous seront directement livrés à Bosquet. Et lorsque vous reviendrez à Bosquet, vous pourrez prendre livraison des objets que vous avez achetés, ce qui ne vous aura pas empêché de continuer, même s'ils sont lourds et encombrants, de continuer à faire votre shopping dans le centre-ville. Voilà. Il faut aussi, et c'est Benjamin qui pose la question, aider l'installation des nouvelles entreprises. Alors Benjamin, vous me demandez comment aider les nouvelles entreprises à s'installer. Ce que nous souhaitons, c'est... alors, pour répondre à votre question, comment aider les nouvelles entreprises à s'installer? On peut les aider si on crée un écosystème favorable. C'est-à-dire qu'elles doivent trouver les salariés compétents et formés. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai travail sur l'emploi et sur la montée, la mise à niveau des compétences en fonction des entreprises qui sont déjà installées ou qu'on veut attirer sur notre territoire. C'est aussi pour nous la volonté de développer de nouvelles filières économiques. Et ces filières économiques-là permettent à tous les acteurs de ce domaine de travailler ensemble et de trouver les uns avec les autres des conditions favorables pour le développement de leur activité. Nous vous proposons trois nouvelles filières économiques. Une première autour du sport-loisir. Évidemment, on comprend pourquoi nous vous proposons ça, puisqu'à Pau, le sport-loisir est très bien accueilli. Voilà, on est dans un cadre naturel très agréable. Il y a déjà un certain nombre d'installations sportives de haut niveau qui nous permettront de développer cette filière, mais ça veut dire qu'on attire des entreprises qui travaillent dans cette filière, qui développent des technologies, qui vendent du matériel, et on leur permet de s'installer dans des zones d'activité qui sont dédiées à cette nouvelle filière. Une filière sur le sport nature, une filière équine, voilà, qui avait été mise en place il y a déjà 6 ou 7 ans, mais qui n'a pas été poursuivie durant la mandature de François Bayrou. Et donc nous souhaitons reprendre ce développement de la filière équine pour développer ces activités dont on le sait qu'elles sont très productrices, créatrices d'emplois. Et puis la troisième filière, c'est une filière autour de la transition écologique et énergétique,
avec notamment notre volonté de créer une technopole qui permette de trouver des nouvelles technologies et de créer les techniques du futur, les techniques de demain pour lutter contre le réchauffement climatique, et la transition énergétique. Voilà, donc je regarde en même temps les questions que vous me donnez. Donc, Mathias me demande comment obliger les propriétaires de locaux à l'abandon à faire des travaux. C'est un système qui existe pour les façades, c'est-à-dire que c'est un système incitatif. Aux propriétaires de locaux on propose aux propriétaires de locaux une subvention pour réaliser les travaux d'amélioration de leur local ou de leur logement. Puis ensuite, ils mettront en location éventuellement pour les nouveaux arrivants, les nouveaux habitants du centre-ville. Donc c'est une subvention qui est dégressive en fonction du temps qu'ils mettent à faire les travaux. Par exemple, si ils les font la première année, ils peuvent avoir 50% d'aide sur les travaux. S'ils les font la deuxième année, ça peut être 30%. S'ils les font la troisième année, ça peut être 20%. Je donne des chiffres globaux, ce n'est pas forcément exactement ce qui existe, mais c'est pour vous décrire le processus qui fait que plus vite ils font les travaux, plus ils sont aidés, et s'ils attendent trop, ils sont moins aidés, et ensuite on passe même à la contrainte, avec ce qu'on appelle des déclarations d'utilité publique de la part du préfet, je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe, mais qui oblige les propriétaires à faire les travaux, et si vraiment ils ne les font pas, la collectivité, c'est-à-dire la mairie, les fait à leur place, et ensuite se rembourse sur le patrimoine de ces propriétaires-là, c'est-à-dire soit saisit l'appartement, soit saisit des comptes en banque pour se rembourser du prix des travaux. Donc les mécanismes existent, et aujourd'hui ils sont appliqués pour la rénovation des façades en centre-ville. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on puisse mettre en place ces mécanismes, y compris pour la rénovation des intérieurs, puisqu'encore une fois, il y a 20% de logements vacants à Pau, dont beaucoup sont vétustes ou insalubres, et c'est pour ça qu'ils restent vacants, et donc il faut permettre la rénovation de ces logements afin qu'ils attirent de nouveaux habitants. Florence me demande, est-il possible alors je pense de garder les cafés ouverts place Clémenceau les dimanches. Alors ça, Florence, c'est très compliqué parce que évidemment c'est à l'initiative des propriétaires de cafés et on ne peut pas les obliger à ouvrir s'ils ne souhaitent pas ouvrir le dimanche. Et puis il faut aussi à un moment bien reconnaître qu'ils ont besoin d'une journée ou deux de repos et qu'ils ne peuvent pas travailler 7 jours sur 7. En revanche, ce qu'on peut faire et ce que nous ferons, c'est de mettre en place des mécanismes de discussion et des instances de consultation qui permettent aux commerçants d'adopter des règles communes. Ça veut dire par exemple que nous créerons un office municipal du commerce qui associera, donc qui est un office sous forme associative, qui est extérieur à la municipalité, et qui regroupe l'ensemble des associations de commerçants, plus éventuellement des commerçants individuels qui souhaitent participer, des consommateurs, éventuellement des habitants, éventuellement des travailleurs du centre-ville et quelques élus. Et tous ces gens-là se réunissent, discutent et mettent en place des décisions qui s'appliquent à tous. Ça peut être éventuellement l'ouverture le dimanche, mais ça ne pourra être l'ouverture le dimanche que si l'ensemble des acteurs qui font vivre le centre-ville le décident. La municipalité ne peut pas l'imposer, et de toute façon, ça n'est pas ma volonté d'imposer ce genre de choses. En revanche, il est possible de mettre tout le monde autour d'une table, et moi, c'est ma façon de faire. Je souhaite que chacun puisse s'exprimer et que les décisions soient prises collectivement, co-construites collectivement, parce que ça peut être aussi de leur intérêt d'ouvrir le dimanche,
Mais ça ne peut arriver que si tout le monde l'a décidé. Je vous propose, je vois que le temps passe, je vous propose qu'on avance sur les sujets. Après l'économie et le commerce, je souhaitais vous parler des quartiers parce que c'est un sujet important qui a été traité dans le questionnaire et notamment nous souhaitions savoir si vous pensiez que l'entretien des quartiers durant le confinement devait être restreint ou gardé au même niveau que ce qui existe d'habitude. Vous êtes 51% à nous dire que vous pensez normal que l'entretien ait été restreint. Voilà. Et que le confinement, effectivement, oblige à avoir un niveau d'exigence moins important et que, du coup, il est normal que les équipes de propreté et d'espaces verts soient passées moins souvent et moins bien entretenues les quartiers, même si vous pensez quand même à 83% que cet entretien a été suffisant. Et de ce point de vue-là, je souhaite remercier tous les agents de la ville et de la communauté d'agglomération qui, durant tout le confinement, ont, comme beaucoup d'autres agents des services publics, de l'État, des services publics hospitaliers, n'ont pas cessé de travailler, ont été dévoués et complètement à leurs tâches, parfois même en travaillant plus qu'ils ne travaillent d'habitude, pour que continuent à vivre et à fonctionner les services publics. Ces métiers-là sont des métiers extrêmement importants. C'est ce qui fait la force et la beauté du service public, et c'est ce qui permet à notre société de tenir. C'est ce qui a permis à notre société de tenir dans une période très compliquée qu'était celle du confinement. Et je voulais, avant de continuer à aborder ces sujets, les remercier parce que j'estime qu'ils ne sont pas assez souvent remerciés. En l'occurrence, François Bayrou avait promis une prime pour tous les agents qui ont été mobilisés durant la crise. Aujourd'hui, cette prime, elle tarde à venir. François Bayrou souhaite d'abord que les élections se déroulent, disant que la prime ne sera versée que fin août. Moi, je garantis que si demain les Palois et les Paloises me font confiance pour diriger cette ville, une de mes priorités sera de verser la prime qu'ils méritent aux agents qui ont participé et qui ont continué à travailler. Et ils sont nombreux pour la ville et pour la communauté d'agglomération qui ont continué à travailler durant la crise parce qu'ils le méritent vraiment. Et cette prime, le versement de cette prime ne peut pas être mis sous condition d'élection ou de réélection. Voilà, donc je le dis très clairement, cette prime sera versée très rapidement après l'élection du 28 juin, si jamais les Palois me font confiance et me placent à la tête de cette ville. En tout cas, merci à tous les agents qui se sont mobilisés et vous avez été exemplaires et c'est une fierté pour nous que de pouvoir bénéficier de services publics de cette qualité ici à Pau et dans la communauté d'agglomération. Juste un mot pour terminer sur ce sujet-là des agents. Notre ville a vraiment cette richesse-là parce qu'André Labarrère avait fait le choix à l'époque d'avoir la plupart des services publics sous forme de régie. Et nous avons énormément de savoir-faire en interne. Cette politique-là a été plutôt malmenée ces 6 dernières années, mais sans doute la crise du Covid nous aura montré que nous avons besoin en interne de fonctionnaires qui sont compétents dans un grand nombre de métiers et qu'on ne peut pas déléguer ou sous-traiter la majorité des fonctions de la ville et des compétences municipales à des entreprises extérieures. Moi, je souhaite renforcer le service public, renforcer la compétence des agents pour que, quand il arrive des crises, mais même en temps normal, les services essentiels continuent à fonctionner. Vous avez pensé, et c'est ça qui est intéressant, que
à 72%, vous avez pensé que, en revanche, si l'entretien des espaces publics durant le confinement a continué de manière très satisfaisante, vous avez pensé qu'il était totalement inégalitaire entre les quartiers. En réalité, quand je discute avec vous à l'occasion de nos rencontres durant ces campagnes, je m'aperçois que vous êtes très nombreux à penser que les quartiers, de toute façon, ne sont pas traités de la même façon. C'est vrai que de nombreux moyens ont été mis sur l'entretien du centre-ville, mais que les quartiers périphériques se trouvent un peu délaissés. Et de ce point de vue-là, nous proposons avec Ponts en commun d'avoir une équipe d'entretien et de propreté sur chacun des 8 quartiers que nous avons définis. Ce qui veut dire que cette équipe-là sera dédiée au quartier et que sur les petits travaux d'entretien et de réparation, vous pourrez l'appeler, elle vous connaîtra. Elle connaîtra les rues, elle connaîtra les trottoirs, et cela permettra une action rapide et efficace pour l'entretien du domaine public ou des espaces verts. Vous me posez un certain nombre de questions. Nicolas, notamment, me demande, peut-on modifier les règles d'occupation du domaine public, saison versus année? C'est une très bonne question, Nicolas. Moi, je pense surtout... Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie question, notamment pour les cafetiers et les restaurateurs, qui sont soumis à une redevance annuelle pour l'occupation de leur terrasse, alors que, comme malheureusement il pleut parfois un peu dans cette région, les terrasses ne sont pas nécessairement utilisées toute l'année. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on retravaille sur la tarification de ces terrasses. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on tienne compte de l'utilisation temporaire des terrasses durant l'année et qu'on tienne compte du fait que un certain nombre de mois dans l'année, les restaurateurs ou les cafetiers ne peuvent pas utiliser leurs terrasses pour trouver une tarification adaptée. Et puis on le voit, depuis le déconfinement, les terrasses s'étendent, s'élargissent sur le domaine public et tout le monde est content de ça. Donc il faut aussi qu'on retravaille sur la tarification de la surface utilisée, puisque je souhaite favoriser l'extension des terrasses et le fait que les cafetiers et les restaurateurs puissent prendre plus de place sur le domaine public. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une tarification adaptée pour pas que le paiement de la redevance leur plombe leur chiffre d'affaires, sachant que sur les mesures de post-crise, post-Covid, moi je propose une exonération élargie des redevances d'occupation du domaine public, au moins jusqu'à la fin de l'année, afin de donner un petit souffle d'air aux commerçants et aux cafetiers et restaurateurs qui ont bien souffert de cette crise et qui sont privés d'une partie de leur chiffre d'affaires. Christopher me demande à quoi vont servir les référents de quartier. Alors les référents de quartier, vous savez, ce sont, pour en revenir à ce sujet des quartiers, ce sont 8 membres de notre liste, 8 candidats qui ont d'ores et déjà été désignés par les Palois et les Paloises. Nous avons souhaité, comme nous prenons la démocratie participative et le contact direct avec les citoyens, nous avons souhaité que chacun des Palois puisse se présenter pour représenter son quartier au sein du conseil municipal. Et donc nous avons demandé à tous ceux qui le souhaitaient, un jour de janvier, c'était le 26 janvier précisément, de venir voter à la foire exposition pour désigner, parmi les candidats qui s'étaient présentés, le représentant, le référent de leur quartier. Et donc 8 référents ont été élus et nous les avons pris sur la liste comme candidats. Certains étaient inconnus de nous et ils ont simplement souhaité participer à cette démarche inédite en termes de démocratie participative et de participation citoyenne. Et je m'étais engagé en tant que tête de liste à laisser à ces 8 candidats-là, sortis des urnes, par l'intermédiaire de ce qu'on pourrait appeler une primaire citoyenne, sortis des urnes, une place éligible sur la liste. Et ils sont aujourd'hui sur la liste de Ponts en commun. Ils seront les représentants de leur quartier au sein du conseil municipal.
avoir une place éligible sur la liste, ça veut dire siéger au conseil municipal en cas de victoire. Et donc je m'étais engagé à ça auprès de ceux qui ont été, élus pour être sûr qu'ils puissent représenter leur quartier au sein du conseil municipal. Donc en cas de victoire, chacun des 8 quartiers définis au sein de la ville de Pau, donc le centre-ville, Saragosse, 14 juillet, Trespouille-le-Buisson, Péboué-les-Stades, Ouse-des-Bois, Hippodrome Université, Fouché, Saint-Joseph et centre-ville évidemment. Donc sur ces 8 quartiers, chacun sera représenté par un élu au conseil municipal, un élu qu'il a lui-même désigné, que le quartier a lui-même désigné pour siéger au conseil municipal. Christophe me demande, quartier Saragosse, problème de drogue et de niveau de saleté dans certaines rues, que faire? Alors ça, Christophe, je suis effectivement très au courant de cette situation-là. Il y a alors, un problème de drogue qui est, on va dire, indépendant de celui de la saleté de certaines rues. Donc, sur la question de la saleté de certaines rues, c'est, je vous l'ai dit, l'attention portée à chacun des quartiers de manière équitable pour la propreté et l'entretien de l'espace public. Les équipes de propreté urbaine, les équipes d'exécution, ce qu'on appelle de façon générale les catégories C dans la fonction publique, ont été fortement réduites sous le mandat de François Bayrou. Donc moi je pense qu'il faut renforcer ces équipes-là pour que la propreté de tous les quartiers et de toutes les rues puisse être assurée de manière régulière. Sur le problème de drogue, évidemment, ce sont des questions qui concernent à la fois le procureur de la République et la police nationale, mais je pense qu'il y a un vrai travail de prévention qui, lui, dépend de la ville. Encore une fois, je vous l'ai dit, François Bayrou a supprimé, en arrivant à la place de maire, a supprimé l'ensemble des services de prévention spécialisés. Or, ces services de prévention spécialisés sont les premiers interlocuteurs de jeunes qui peuvent être en dérive. Et souvent, la dérive de certains jeunes les conduisent à plonger dans le trafic de drogue. Et donc, si on veut anticiper et essayer d'éviter cette dérive-là, il faut maintenir les équipes de prévention spécialisées. Il faut maintenir les éducateurs dans les quartiers. Il faut maintenir des médiateurs de quartier qui connaissent les jeunes et qui permettent de les cadrer et de les ramener dans le droit chemin. C'est comme ça qu'on prévient le développement du trafic de drogue. Si malheureusement ce trafic de drogue se développe malgré tout, pour moi, il faut passer là au stade de la répression avec une fermeté tout à fait rigoureuse et sérieuse, en collaboration avec le procureur et avec les services de la police nationale. On ne peut pas accepter que certains halls d'immeubles ou certains bas d'immeubles soient des zones de non-droit et laissent prospérer le trafic de drogue en insécurisant les habitants et en faisant plonger certains d'entre eux dans ces addictions. Franck Maillard, tu me demandes si il est possible de rendre le quartier du Château interdit à la circulation l'été. Ce que j'en pense, c'est que c'est une très bonne idée. Voilà. Dès qu'on a piétonnisé totalement le quartier du Château, ça a été toujours un grand succès. Voilà. Après, il y a des riverains au quartier du Château. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur un plan de piétonisation. Évidemment, on ne peut pas bloquer le quartier du 1er juillet au 31 août sans discontinuer. Mais peut-être, mais ça nous le verrons et nous le construirons à la fois avec les commerçants du quartier du Château et avec les habitants, peut-être qu'il faut trouver des plages horaires. Avec à certaines plages horaires l'interdiction d'accès voiture, et à d'autres plages horaires, la possibilité pour les riverains d'accéder à leur habitation, de décharger ce qu'ils ont à décharger si ces colis sont lourds, et éventuellement d'accéder à leur parking.
Tout ça, moi je le vois d'un très bon œil, mais ça ne peut être fait qu'en concertation entre la mairie, les commerçants et les habitants du quartier. Voilà pour les quartiers. Ce que je vous propose de passer au thème des mobilités. Ah non, j'ai une autre question avant sur les quartiers qui me demande qu'allez-vous faire pour les quartiers oubliés, Ouse-des-Bois, Saragosse, 14 juillet. C'est Gisèle qui me pose cette question. Merci Gisèle pour cette question parce que c'est vrai que lorsqu'on parle avec vous tous, et notamment les habitants de ces trois quartiers-là, mais pas seulement d'ailleurs. Mais quand on parle avec les habitants des quartiers périphériques, beaucoup d'entre vous nous disent qu'ils se sentent oubliés, que le centre-ville a concentré tous les moyens et que ces quartiers-là, aujourd'hui, sont oubliés. Moi, je souhaite que chacun des quartiers soit traité de manière équitable, à la fois dans les services publics, c'est-à-dire dans l'entretien de l'espace public, la propreté et l'entretien des espaces verts, mais également dans les services administratifs avec ce qu'on vous propose dans notre programme, c'est-à-dire la délocalisation une fois par semaine, un jour par semaine des services administratifs de la ville pour que tous ceux qui souhaitent faire des démarches administratives n'aient pas forcément à se rendre à l'hôtel de ville, mais puissent trouver dans leur quartier les agents municipaux qui les aideront, les encadreront, les accompagneront pour faire ces démarches administratives, qu'il s'agisse d'ailleurs des services de la ville comme les services d'état civil ou d'autres démarches administratives comme celles de la CAF, des impôts et de tout autre service public. Je trouve que c'est très important qu'on puisse avoir cette aide, d'autant plus que souvent, un certain nombre de Palois et de Paloises ne maîtrisent pas l'outil numérique. Et donc les agents de la ville seront là une fois par semaine pour vous aider dans ces démarches-là. Je crois que l'ensemble des quartiers doivent être traités de manière équitable. Ce sera aussi le rôle des référents de quartier qui sauront nous rappeler en permanence que leur quartier ne doit pas être oublié. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité que ces 8 référents de quartier intègrent le conseil municipal. Thomas me demande quels sont les projets pour le centre-ville et les jeunes. Alors nous en avons essentiellement 2. Je vais rapidement Thomas parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va arriver au bout de l'heure qu'on s'est donné pour ce Facebook Live et on a encore 2 thèmes à traiter. On a essentiellement 2 grands projets pour les jeunes en centre-ville. On a des projets pour les jeunes partout ailleurs en ville, mais essentiellement pour le centre-ville. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réorientation du centre Bosquet vers des activités à destination des jeunes, plutôt des activités récréatives du style laser quest, laser game, escape game, ce genre de choses que les jeunes connaissent et qui ont beaucoup de succès et qui sortiront le centre Bosquet d'un côté trop commercial. Voilà. Et on veut recentrer le périmètre marchand plutôt vers les rues Foch et Joffre et la place Clémenceau évidemment. Et donc, ce projet de réorientation des activités du centre Bosquet vers des activités récréatives à destination des jeunes. Et par ailleurs, au 22 rue Lamotte, dans un ancien couvent qui est d'ores et déjà la propriété de la ville, l'installation d'une maison des jeunes qui sera un lieu non marchand. Et là, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, il n'y aura aucun service marchand dans ce lieu-là, qui sera une espèce de refuge, de havre de paix, entre le lycée Barthou, le lycée Saint-Cric, le collège Marguerite de Navarre, voire les écoles primaires qui sont pas très loin, et puis de tous les jeunes qui souhaitent y venir. Une espèce de refuge dans lequel ils pourront venir lire, se reposer, créer culturellement, puisqu'on y mettra des ateliers d'artistes et des ateliers de création culturelle,
éventuellement trouver les services d'information nécessaires sur l'orientation professionnelle, sur l'orientation à l'emploi, sur la prévention des maladies et des maladies sexuellement transmissibles, sans doute de l'information sur le planning familial et tout ce qui pourra répondre aux questions que les jeunes se posent. Et donc on souhaite à la fois le centre Bosquet sur des activités récréatives, ce 22 rue Lamotte sur une espèce de havre de paix, de lieu non marchand qui bénéficiera aux jeunes. Par ailleurs, vous le savez, ce n'est pas un projet qui concerne spécifiquement le centre-ville, mais on souhaite créé à côté du festival Les Idées mènent le monde, qui a connu un certain succès. À côté de ce festival-là, on souhaite créer parallèlement un festival qui s'appellera Les Jeunes mènent le monde et qui sera plus tourné vers ce que les jeunes aujourd'hui apprécient, c'est-à-dire les techniques de communication, YouTube, Instagram, etc. Mais pas seulement. Également les expériences de certains jeunes qui sont en service civique, qui partent en tour du monde, qui partent en aide humanitaire et qui pourront eux-mêmes venir, comme leurs aînés aux Idées mènent le monde, donner des conférences pour faire part de leur expérience. Et pour nous, c'est très important d'ajouter ce deuxième volet au festival des Idées mènent le monde. Ça, c'est pour les jeunes. Je me dépêche puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pas mal de sujets à aborder, notamment celui des mobilités. Vous le verrez dans notre projet, les mobilités, pour nous, sont un axe très important de la construction de la ville de demain, et notamment le fait d'être en capacité de projeter la ville de Pau dans les enjeux du monde de demain, et notamment dans l'enjeu de la transition énergétique, avec une montée en puissance qu'on veut progressive mais forte, des mobilités douces et alternatives, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement, à la fois avec les transports en commun et la gratuité totale de ces transports en commun d'ici 2025. Voilà, donc une montée en puissance progressive de la gratuité. La gratuité, elle a fait ses preuves dans toutes les villes et agglomérations où elle a été mise en place. Si on prend Dunkerque, par exemple, c'est après la gratuité, 70% d'augmentation de la fréquence fréquentation des transports en commun la semaine et 150% d'augmentation de la fréquentation le week-end. Ce qui est très important et ce qui montre que la gratuité est une façon de favoriser l'usage des transports en commun. Sauf que nous ne pouvons pas y passer du jour au lendemain. Nous devons d'abord la travailler financièrement et nous devons également la travailler en termes techniques. Parce qu'évidemment, plus 150% de fréquentation, ça ne peut pas être absorbé du jour au lendemain par notre réseau. Et donc, entre 2020 et 2025, dès 2020, nous proposons la gratuité des transports en commun le samedi. Et jusqu'en 2025, nous montons progressivement en puissance sur le réseau, à la fois en termes de fréquence et en termes de trajet. Et donc on réorganise ça en concertation avec les employés d'Idélis, avec la société Idélis et avec les usagers. Nous montons en puissance progressivement pour réorganiser le réseau, le densifier, le renforcer, pour qu'en 2025, il puisse accueillir définitivement la gratuité totale. Voilà. Alors, Florence me demande pourquoi Idélis a changé ses circuits et pourquoi distinguer journée et soirée, semaine et samedi. Alors ça, Florence, moi je ne peux pas répondre à ces questions-là parce que c'est des choses dont je n'ai pas la responsabilité aujourd'hui. La réponse que je vous fais, c'est celle dont je viens de parler, qui est que nous souhaitons, dans une grande concertation et une grande consultation des usagers et des employés d'Idélis, réorganiser le réseau, revoir les trajets et revoir la fréquence des lignes pour monter en puissance progressivement sur ces lignes pour atteindre la gratuité en 2025. La modification des mobilités, la modification des habitudes en termes de mobilité, c'est aussi pouvoir favoriser les déplacements à vélo et piétons. Piétons en réaménageant les trottoirs,
en les rénovant. On le sait, dans notre ville, les trottoirs sont dans un état déplorable. Donc ça veut dire qu'on investit dans la rénovation des trottoirs, le fait de combler les nids de poules et que chacun puisse se déplacer sur un trottoir de cette ville sans risquer de se casser une cheville ou un genou. Ça, c'est faciliter les déplacements piétons avec une mise aux normes progressive de l'accessibilité pour les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite de l'ensemble des espaces publics. Et puis, faciliter également la pratique cycliste avec, mais ça vous en avez sans doute déjà entendu parler, un grand plan vélo qui fasse la place à des pistes cyclables sécurisées et interconnectées de bout en bout de l'agglomération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin demain en tout cas, après la constitution de ce réseau, nous n'aurons plus, vous n'aurez plus cyclistes, nous n'aurons plus à passer d'une piste cyclable à une bande cyclable, à une voie de bus, à une chaussée, avec du stationnement à gauche, avec le risque, à gauche ou à droite, avec le risque qu'une voiture débouche de ce stationnement et nous mette en danger. Nous souhaitons sécuriser ce réseau vélo d'un bout à l'autre des trajets cyclistes, c'est-à-dire que nous créerons des itinéraires à travers toute l'agglomération, avec notamment la sécurisation des intersections, des ronds-points et des carrefours, pour que les cyclistes ne se sentent plus en danger et pour inciter l'ensemble de nos concitoyens à passer du déplacement automobile vers le déplacement cycliste. Ça ne peut pas se faire si la sécurité du cycliste n'est pas assurée. Notre volonté, c'est de passer à 20% de déplacements cyclistes d'ici la fin du mandat. Aujourd'hui, Pau est à 5-6%. Vous savez qu'elle est, la ville est dans les profondeurs des classements des organismes nationaux et des fédérations cyclistes. Nous sommes très très loin d'autres villes. 20% en revanche, c'est le haut du classement, avec des villes comme Strasbourg ou Grenoble qui ont pris beaucoup d'avance dans le développement des déplacements cyclistes et que nous souhaitons rattraper d'ici la fin du mandat. Donc ça veut dire une vraie politique volontariste d'investissement dans les équipements, de création d'abris pour les vélos, d'abris sécurisés, c'est-à-dire pas seulement des arceaux en pleine rue, mais des abris sécurisés. Une aide à l'achat, je vois que Rémi me pose cette question. Est-ce qu'il y a une aide à l'achat ou le prêt d'un vélo? Nous souhaitons effectivement développer les aides à l'achat sur tout type de vélo, mécanique ou électrique, mais également aider à la location avec la location longue durée, avec notamment le doublement du parc de vélos mis en location par Idelis, voilà, qui aujourd'hui a quelques 500 vélos et nous souhaitons doubler cette offre pour que chacun d'entre vous puisse louer un vélo auprès d'Idelis. Ça veut dire que nous avons effectivement cette volonté très forte de favoriser la pratique cycliste. Nous souhaitons également mettre en place une recyclerie qui permettra à chacun et à chacune de venir réparer son vélo pour lui donner éventuellement une deuxième vie, ou en tout cas ne pas être arrêté dans sa pratique cycliste. Je termine, parce qu'on a déjà largement dépassé le temps qu'on s'était donné, je termine par le dernier sujet qui est celui de la gouvernance et qui, à mon sens, est finalement un bon sujet de conclusion, puisque la crise a montré l'importance des maires et des collectivités dans la gestion de ce type d'événements. On l'a vu, les villes, les agglomérations, les régions, pour certaines d'entre elles, et en tout cas pour la région Nouvelle-Aquitaine, ont été en première ligne dans le combat contre la crise. Les maires ont joué un rôle décisif. Mais les maires, lorsqu'ils étaient présents et lorsqu'ils étaient actifs, j'ai moi-même demandé qu'à Pau se tienne un conseil municipal. J'ai mis plusieurs semaines à l'obtenir, mais nous avons fini par obtenir un conseil municipal en visioconférence parce que je considère
que dans ces moments-là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, tous les élus doivent être solidaires dans la lutte contre la crise. Tous les élus et la population entière en réalité. C'est comme ça que je conçois l'action publique. Et c'est comme ça que je veux que nous fonctionnons tous ensemble pour les 6 années qui viennent, si vous me faites confiance, pour être votre maire à partir du 29 juin. Je souhaite que nous soyons tous capables de nous mettre autour d'une table pour nous parler, malgré nos différences. Vous savez que notre liste est diverse et je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça parce que pour moi, elle correspond à la capacité de construire collectivement et intelligemment une politique qui soit à l'écoute de tous et au service de tous. C'est comme ça que je souhaite fonctionner pour les 6 ans qui viennent. Nous sommes aujourd'hui à 4 jours du 2e tour de l'élection municipale. Cette élection municipale, elle revêt un enjeu fondamental, la capacité et la possibilité pour notre ville de changer de modèle, de construire un nouveau paradigme dans lequel nous soyons capables de travailler tous ensemble, au-delà de nos différences, travailler pour l'intérêt général et pour l'amélioration du quotidien des Palois et des Paloises pour changer notre ville et la projeter dans le futur, pour construire ensemble un nouvel avenir.